Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. Un peu plus de 9h30 et chaque mercredi sur France Bleu Gironde, votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui vous accompagnent dans les grandes et qui vous conseillent dans les grandes étapes de votre vie, les contrats de mariage, quel régime matrimonial choisir, l'achat d'un premier appartement, la revente d'une maison, les questions d'optimisation fiscale, de transmission, de succession, gestion de patrimoine. Vous posez toutes vos questions ce matin au 05 56 19 10 10 avec notre notaire, maître Camille Cordet, notaire au Bouscat. Bonjour maître. Bonjour. Et merci d'être avec nous. 05 56 19 10 10 et également vos questions, vos messages via les réseaux sociaux. On va aller acheter des places de parking avec Olivia à Villeneuve-d'Ornon. Parler également de l'intervention de généalogistes dans le cadre d'une succession et de régime matrimonial avec la question d'Hervé à Cestas. France Bleu Gironde à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Une demi-heure donc en direct pour vous avec notre notaire maître Camille Cordet, notaire au Bouscat, et vous nous appelez en direct au 05 56 19 10 10 si vous avez des questions à poser au notaire ce matin. Céline à Talence qui nous dit maître, quels sont les avantages et les inconvénients d'une donation grands-parents petits-enfants. Alors oui, il est possible de sauter une génération pour Oui. Tout à fait, les grands-parents peuvent avantager leurs petits-enfants. Il y a même un abattement fiscal pour cela d'environ 30 000 euros. Il faut savoir cependant que lorsqu'on veut avantager une personne qui n'est pas son héritier réservataire, donc les enfants, il faut se cantonner normalement à la quotité disponible, qui est la part de succession dont on peut disposer librement envers d'autres personnes que ses enfants. Un exemple en somme d'argent avec des proportions? Oui, alors un grand-parent peut donner une somme d'argent, donc d'environ 30 000 euros. En fait, ça dépendra du patrimoine total dont dispose le grand-parent. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir si ça dépasse ou non la quotité disponible. Alors dans la question de Céline, il y a également une autre question Céline qui nous dit, voilà, en imaginant que je fasse cette donation, Céline, donc qui est grand-mère, qui veut donner à l'un ou à plusieurs de ses petits-enfants, et qui nous dit, est-ce que les parents peuvent s'y opposer? Alors, les parents, non, comme ça, ne peuvent pas s'y opposer. Ce sera encore une fois la question de si on dépasse la quotité libre. Ça pourra poser des questions au moment du décès de Céline, si la quotité a été dépassée. Mais donc, elle est libre pour l'instant? Pour l'instant, oui, elle peut disposer de son argent comme elle le souhaite. Y compris de ne pas en informer les parents si elle le souhaite également? Oui, voilà. Okay. Bon, dans le cadre de la paix des familles, c'est toujours mieux de se parler. Mais voilà, pour être sûr de faire la bonne chose, le mieux, bien sûr, est d'aller consulter son notaire. Exactement. Céline à Talence. On quitte Talence, on va à Villeneuve-d'Ornon avec cette question d'Olivia. Beaucoup d'habitants de la métropole ont des difficultés pour se garer, justement. Ils réfléchissent à l'achat d'une place de parking ou d'un box. Et Olivia nous dit à combien se montent les frais de notaire pour l'achat d'une place de parking ou d'un box. Est-ce que c'est possible de réaliser cette vente sans passer par un notaire? Alors c'est vrai que le box, c'est un espace construit, une place de parking, oui. une zone libre délimitée par des traces de peinture. Est-ce que la fiscalité est la même pour l'achat d'un box ou d'une place? Oui, alors en général, un box, c'est souvent des lots de copropriété dans un ensemble immobilier. Donc finalement, c'est un bien immobilier comme un autre, comme un appartement, qui est donc soumis aux mêmes règles de vente que n'importe quel bien immobilier. Donc on passe forcément par un notaire. Voilà, parce qu'il faut publier ensuite au service de la publicité foncière le fait que le parking a été transmis. Et concernant les frais, donc c'est comme n'importe quel bien immobilier, on est à environ 8% du prix de vente. Mais la question intéressante, parce qu'effectivement sur une place de parking, on peut se dire c'est un bien non construit, non bâti. Oui, mais qui a quand même une valeur. Ouais. Même si c'est simplement 2 traces de peinture sur le sol, ça a quand même une valeur, et donc c'est un emplacement comme un autre. Oui. Ouais, avec des places de parking qui se négocient assez cher d'ailleurs sur Bordeaux et la métropole. En effet. Ouais, c'est rare de trouver une place de parking, alors ça peut se vendre cher. Oui. Ça se menaille, on en trouve autour de... ça peut monter jusqu'à 20 000, 15 000, oui, 20 même 000 30 000 euros pour un box. Si... Rapprochez-vous de votre notaire, donc Olivier à Villeneuve, là aussi, pour ces achats, en tout cas ce projet d'achat d'une place ou d'un box. Il faudra de toute façon passer
passer par votre notaire. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Deux questions sur les interventions d'un généalogiste sur les contrats de mariage et on va prendre un premier appel. Marie qui est à Cadojac et qui a une question à nous poser en direct ce matin. Bonjour Marie, maître Camille Cordet vous écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour. J'aurais voulu savoir s'il était possible, une entreprise de travaux, de réparation de mécanique a-t-elle le droit de s'installer dans un box garage ? Vous voulez dire faire un commerce Voilà. dans un box Alors, on a parlé des garages tout à l'heure. Comme je disais, Oui, souvent c'est pour les ça. garages, en tout cas en ville, sont souvent dans des copropriétés. Il serait intéressant de lire le règlement de copropriété pour savoir ce qu'il est indiqué concernant l'utilisation des garages. Ça me paraît A peut-être... priori la destination c'est garer un véhicule, que ce soit une moto ou une Voilà, voiture. exactement. Un garage est destiné à un seul usage. Il paraît difficile d'y monter un commerce. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe chez vous Marie ? J'ai 3 box garage devant chez moi et un d'entre eux qui est directement devant ma porte s'est transformé en entreprise de réparation de véhicules. Mais Et professionnel ou est-ce que c'est un particulier qui gare, je sais pas, une voiture de collection qu'il répare dans le box en question ? Non. Il y a le petit terrain qui est à côté de ce box garage, donc, est rempli d'épaves, de voitures, et ça répare toute la journée. Donc, Marie, vous savez ce qu'on va faire ? Parce que là, votre question, elle concernerait plutôt les avocats, en tout cas. Oui, Avocats du barreau de d'accord. Bordeaux. Vous savez ce que je vous propose, Marie ? On garde vos coordonnées ou vous nous rappelez, ou on peut vous rappeler également lundi prochain entre D'accord. 9h30 et 10h. D'accord, Marie ? D'accord. Bonne journée. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, Merci. retour à nos questions et on va revenir sur Alors, la question qui revient souvent sur comment intervient un généalogiste dans le cadre d'une succession, quel coup qu'il missionne. Le but, évidemment, c'est retrouver souvent des héritiers perdus dans la nature Oui. lors de succession ou d'ouverture de testament. Oui, c'est ça. En fait, si jamais on a un doute sur les héritiers de la personne décédée, le mieux c'est de faire appel donc à un généalogiste qui a les moyens de faire des enquêtes pour retrouver les héritiers. Le coût de l'intervention du généalogiste dépend de ce qu'il y aura dans la succession. C'est un pourcentage que le généalogiste prendra. Qui missionne aujourd'hui un généalogiste ? Est-ce que ce sont les familles ou est-ce que c'est le notaire qui est en charge d'une succession ? C'est la décision est prise donc en concertation entre le notaire et les familles, mais souvent donc le notaire peut conseiller le nom d'un généalogiste avec lequel il a l'habitude de travailler. Bon, et on est loin de l'image du chasseur de primes qui. Oui. Ouais. Oui, Aujourd'hui, parfois c'est un vrai métier. Ils se sont professionnalisés. Bien sûr. Il faut parfois voyager dans le monde, en France, pour aller retrouver des héritiers quand on trouve une petite trace dans des papiers, aller aux archives, regarder les extraits d'actes de naissance sur plusieurs années, dizaines d'années. Pour essayer de retrouver une trace, c'est vraiment un jeu de piste, une enquête. Des recherches qui peuvent apporter des bonnes surprises comme des mauvaises. Oui, voilà. Ouais. Bon, s'il y a déjà des enfants et qu'on a un doute sur le fait de savoir s'il n'y aurait pas un autre enfant, ça peut apporter, une surprise d'en trouver d'autres. Alors, les cabinets de généalogistes, ils sont labellisés par la Chambre des notaires. Il y a des cabinets, professionnels, il y a aussi des tas de généalogistes amateurs. Ah oui, bien sûr. Bon, il y a quelques noms avec lesquels les notaires sont habitués à travailler, et donc c'est vers cela que l'on se tourne. Voilà pour ces questions, les généalogistes, qui interviennent dans le cadre de ces successions. Hervé Acestas, tiens, question intéressante. Hervé qui nous dit: mon fils va se marier mais refuse catégoriquement d'entendre parler de contrat de mariage. Je préférerais qu'il opte pour un régime de séparation. Comment le convaincre ? Ça, c'est des questions importantes. Oui. Entre les parents et les enfants qui deviennent adultes et qui se marient, qui n'ont pas forcément la même vision des choses en matière de communauté, de patrimoine, et qui n'ont pas forcément la même philosophie. Pour répondre à Hervé, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Alors,
pour répondre à Hervé, comment convaincre son fils ? Bon, déjà, oui, se marier sans contrat signifie que on a peut-être un peu moins de traçabilité sur les flux financiers entre les époux, puisque la communauté a vocation à absorber pas mal de biens, et notamment l'argent qu'on gagne tous les mois. On rappelle justement les régimes aujourd'hui en vigueur en France. Donc il y a la communauté réduite aux acquets. Ça, c'est le régime légal si on ne fait rien. Et on peut également aménager donc son régime matrimonial et opter pour la séparation de biens. Ce que souhaiterait Hervé. Donc là, en fait, chacun des époux conserve un patrimoine propre. Ça n'empêche pas d'acheter en commun. On sera sous le régime de l'indivision et on déterminera des quotités d'acquisition en fonction de l'argent apporté par chacun. Ça permet en effet d'avoir une séparation. Chacun garde son argent et on sépare les dettes également. Ça peut être un avantage. Donc peut-être qu'on pourra convaincre le fils d'Hervé. Est-ce qu'un rendez-vous chez un notaire, il y a souvent des rendez-vous justement. Bien sûr, de renseignements. Ça vaut peut-être le coup d'aller chez un notaire qui explique vraiment, en fonction du patrimoine de la personne, si ça vaut le coup, ou si on peut se contenter de la communauté réduite aux acquets. Ceux qui optent pour ce régime de séparation, souvent, ça sont des familles où il y a, un peu plus de biens qu'ailleurs. Ça ou la profession, si il y a risque. Une profession libérale, une profession qui peut entraîner des dettes. Ce serait bien de pas entraîner l'autre à devoir payer les dettes de celui qui est en profession libérale. Et ce qui est intéressant dans le travail du notaire, justement, y compris donc pour un événement heureux comme le mariage du fils d'Hervé, c'est également envisager l'avenir sous tous les angles, y compris les grosses difficultés qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui, mais qui pourraient arriver demain. Oui, c'est ça le but du passage chez le notaire, essayer d'envisager le pire, malheureusement, pour que ça se passe au mieux. Bon, on va conseiller Hervé de tenter de décrocher un rendez-vous avec son fils chez un notaire. C'est ça. Pour en parler de façon simple, et trouver le meilleur régime matrimonial pour ce projet et pour le mariage du fils d'Hervé. 05 56 19 10 10, notre experte ce matin, maître Camille Cordet, notaire au Bouscar. France Bleu Gironde, à votre service. Du viager, et puis une question d'Emma à Pessac sur la PMA. Les notaires, ils interviennent sur ces questions, ces dossiers de PMA, de procréation médicalement assistée. Et Emma qui nous dit en quoi consiste un acte de reconnaissance conjointe, combien ça coûte, à quoi ça sert ? En fait, depuis quelque temps, la loi a changé il y a quelque temps. Le but du passage chez le notaire est de donner une information aux personnes qui envisagent de recourir à la PMA. Une information sur le fait que il n'y aura pas de lien de filiation entre le donneur de gamètes et le parent qui reçoit, ou son conjoint. Et une information sur le fait que le parent qui ne porte pas l'enfant, en faisant cette reconnaissance anticipée, accepte donc la filiation avec l'enfant à naître. Donc et ce ne pourra... lien de parentalité, même s'il n'est pas biologique. Exactement. L'acte permet de faire reconnaître à la personne qu'il y aura un lien, ce sera son enfant, et il ne sera pas possible de revenir dessus une fois que le don aura été réalisé. Ouais, c'est vrai que ces questions de procréation médicalement assistée, ça a évidemment des conséquences juridique et sur une famille en formation. Ça a créé des liens juridiques entre les parents et surtout le parent qui ne porte pas l'enfant et l'enfant à naître. Un acte pour parler du coût, combien ça coûte? Parler du coût. Alors on est à 200-250 € pour le coût de cet acte. Bon, une démarche simple, donc cet acte de reconnaissance conjointe pour celles et ceux qui commencent à réfléchir à une PMA. Là aussi, rapprochez-vous de votre notaire. Laurent à Bruges, Laurent qui nous dit qu'il possède, alors je vous lis le message de Laurent, je possède un bien en viager que je souhaite revendre. Est-ce que le nouvel acquéreur devra payer la rente dans les mêmes conditions ou bien est-ce que le montant de la rente peut être renégocié ? Alors, comme tout est conventionnel, il faudra voir ce qu'il est possible de faire, ce qui dépendra surtout du consentement de la personne qui avait vendu sa maison en viager initialement.
Alors, revendre un viager, on peut s'interroger sur les raisons. Pourquoi Oui, peut-être que l'investissement finalement n'est plus si rentable, n'est plus intéressant pour la personne qui l'avait fait. Bon, en tout cas, donc a priori, le nouvel acte, si rien n'est prévu, je vends mon viager, ça continue comme si. Voilà, exactement, puisque des conditions avaient déjà été mises en place. Donc ça devrait continuer. Bon, Stéphane Blanquefort, les diagnostics. Alors ici en Gironde, on est concerné par notamment la zone thermite. Oui. Et diagnostics, nous dit Stéphane, les diagnostics obligatoires à réaliser à vendre un bien immobilier. Qui paye et est-ce que ces diagnostics ont une durée de validité limitée? Quels sont alors d'abord les diagnostics obligatoires? Les diagnostics, ça dépend du type de bien qui est vendu et de la date de construction du bien. Alors on commence par le plomb. Le plomb, c'est obligatoire pour tous les bâtiments construits avant 1949. La recherche d'amiante pour les bâtiments antérieurs à 1997. Alors de l'amiante, finalement, on en trouve quasiment partout. Oui, sur les bâtiments construits avant 1997, donc années 60-70, oui, il y a beaucoup de bâtiments qui en contiennent, mais la plupart du temps, l'amiante est limitée à certains, elle est stable, on va dire, mais c'est quand même une information à donner à l'acquéreur. Ensuite, le diagnostic thermite, donc obligatoire en Gironde. L'électricité, il faut contrôler le système électrique, le gaz s'il y en a, et bien sûr le fameux diagnostic de performance énergétique qui donne une note au logement. C'est au vendeur de payer les diagnostics car ça procède de son obligation d'informer l'acquéreur. Donc là, il n'y a pas de négociation, c'est l'acquéreur qui les règle. Le vendeur qui les règle. Le vendeur, oui. Oui, excusez-moi, le vendeur qui les règle. Exactement. Et puis il y avait la troisième question, la durée de validité. De ces diagnostics, effectivement. Oui. Alors, les durées de validité les plus courtes, donc c'est le diagnostic thermite et l'état des risques, dont j'ai oublié de parler juste avant, qui ont une durée de validité de 6 mois. Sinon, les autres, électricité, gaz, 3 ans. L'amiante, c'est 3 ans aussi, sauf si on constate qu'il n'y a pas d'amiante, c'est illimité. Et pour le plomb, c'est 1 an, sauf absence de plomb, là encore, c'est illimité. Bon, et certains diagnostics, alors c'est vrai que souvent, quand on est en train de vendre une maison, un appartement, on s'en fait un monde de ces diagnostics. Oui. Est-ce que certains diagnostics, j'allais dire mauvais, peuvent entraîner la suspension de la vente, ou en tout cas réaliser des travaux pour que la vente s'effectue ensuite un peu plus tard? Ça peut effrayer certains acquéreurs en fonction des conclusions du diagnostic. Le principe, c'est que justement, on leur donne l'information aux acquéreurs, donc ils achètent tel quel et ils feront ce qu'ils voudront après, notamment des travaux. Après, si un vendeur a vraiment du mal à vendre sa maison, ça vaut peut-être le coup de faire les travaux prescrits pour pouvoir plus facilement vendre la maison ou l'appartement. Bon, en tout cas, les notaires vous assistent quand vous êtes en pleine transaction immobilière, que ce soit d'ailleurs côté vendeur, côté acheteur, sur ces fameux diagnostics à réaliser. Oui, en fait, pas de panique là-dessus. Voilà, on doit vérifier qu'il y a tout qui est fourni et puis ensuite, il faut se rapprocher de l'expert pour vraiment comprendre les enjeux des conclusions des diagnostics. Bon, et sur certains territoires, d'ailleurs, les diagnostics sont pas forcément les mêmes. Gironde, alors, termites, qu'on retrouve pas forcément dans d'autres départements de France. Oui, les termites ne sont pas obligés, on n'est pas obligé de contrôler la présence de termites dans tous les départements français, en effet. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Maître Camille Cordet, notaire au Bouscat, qui représentait la Chambre des notaires de la Gironde. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. Et puis les notaires, évidemment, on le rappelle, qui vous conseillent, les rendez-vous sont gratuits chez les notaires. N'hésitez pas, prenez rendez-vous pour poser vos questions. Ce sont les actes qui sont payants et les conseils qui sont toujours précieux. Merci beaucoup, maître. Merci à vous, bonne journée. À bientôt, bonne journée, au revoir. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.